chaleur. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de chaleur. On va regarder notamment à ce qui arrive à des substances lorsqu'on leur fournit de l'énergie, donc qu'est-ce qui arrive à leur température. Donc bon visionnement. Imaginons qu'on a un gros réservoir de chaleur, c'est-à-dire une masse énorme ou une, une grosse pièce qui est à une température élevée. OK? Et puis, ça, on va appeler ça un réservoir de chaleur. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, la température de ce truc-là va rester constante. Je mets en contact avec ce réservoir de chaleur quelque chose qui est froid. Bon. C'est sûr que si ce réservoir de chaleur était petit, ben à ce moment-là, il y aurait un équilibre à un moment donné des températures. Mais là, on suppose que celui-là est tellement grand que sa température reste la même. Bon, qu'est-ce qui arrive à mon bloc froid? Ben, mon bloc froid, il va absorber de l'énergie du réservoir de chaleur et il va finir par devenir chaud jusqu'à être à la même température que mon réservoir de chaleur. Donc, comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé parce que j'avais des petites particules qui bougeaient un peu partout à cause de la température, donc de l'énergie thermique. Et cette énergie thermique-là, en fait, ces particules qui bougent, sont venues cogner les particules de mon bloc froid. Et petit à petit, ben, l'énergie s'est transmise un peu partout à l'intérieur de mon bloc froid. Et c'est pour ça qu'il est devenu chaud. Je pourrais faire maintenant le contraire. Je pourrais prendre un réservoir de chaleur qui est maintenant froid. Donc la température, elle est basse. Et là, je viens mettre un objet qui est chaud. Et cet objet-là va se refroidir jusqu'à atteindre la même température que mon réservoir de chaleur. Donc pourquoi il est devenu froid? Là, c'est un petit peu le contraire. C'est que mes particules qui étaient agitées ici dans mon objet chaud sont venues cogner les particules du réservoir de chaleur. Et là, l'énergie s'est dissipée dans mon réservoir de chaleur. Et à un moment donné, à force de cogner puis de voir que l'énergie ne revient pas, ben, l'énergie s'est comme déplacée vers mon réservoir de chaleur. Puis mes particules ici ont perdu de l'énergie et c'est pour ça que mon objet s'est refroidi. Donc, la chaleur, qu'est-ce que c'est? On l'appelle normalement Q, ou des fois on va mettre un delta Q. Hein, c'est peut-être mieux de mettre un delta Q. Mais je vais le laisser comme ça. La chaleur, on le définit comme un transfert d'énergie thermique. Donc, j'ai de l'énergie thermique qui est passée d'un objet à un autre. Et ça s'appelle de la chaleur. Hein, c'est pas de l'énergie comme. C'est vraiment un transfert d'énergie thermique. Donc, ça va toujours se transférer, comme j'ai essayé de l'expliquer, du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Donc, on pourrait parler d'un Q négatif si, par exemple, on perdait de l'énergie. Donc, par exemple, mon bloc ici, qui était chaud, il a perdu de l'énergie. Donc, lui, il y aurait un Q négatif. Alors que celui-là, il y aurait un Q positif parce qu'il aurait gagné de l'énergie. Donc, ici, on voit, là, j'illustre avec des flèches. Donc, la chaleur va toujours se déplacer pas du gros objet aux petits objets, il se déplace du chaud au froid. Donc, même si mon réservoir de chaleur est froid, ben, c'est la chaleur, donc l'énergie thermique, va se déplacer de mon corps chaud vers mon corps froid. Là, on va définir ce qu'est la capacité thermique massive. Donc, l'augmentation de température, hein, parce que mon objet ici a augmenté de température, on pourrait parler de diminution aussi, là, mais l'augmentation de température, d'un objet suite à un transfert de chaleur, bien, ça va dépendre de la façon dont cet objet-là est capable d'absorber l'énergie. C'est pour ça qu'on définit une quantité qui s'appelle la chaleur spécifique ou la capacité thermique massique, qu'on va noter avec un C minuscule, qui va être la chaleur qu'il faut fournir à une unité de masse pour que la température s'élève d'une unité. Okay? Et ça dépend vraiment de la substance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça revient à dire la chose suivante. Donc, cette quantité-là, ma capacité thermique massique, c'est égal à la chaleur qui est transférée sur la masse de ma substance et aussi sur la variation de température. Là, la variation de température, je vous ferai remarquer que même si on aime bien travailler en Kelvin, ça va fonctionner aussi en Celsius puisqu'on a une différence, donc c'est une soustraction. Et les échelles, en fait, leur variation, que ce soit en Kelvin ou en degrés Celsius, la variation est la même. Okay? Donc, on peut utiliser les deux unités. Donc,
cette quantité-là, le C, ça va se mesurer en joules, en joules par gramme Kelvin, parce que ma chaleur, c'est de l'énergie, donc c'est des joules, et ma masse, c'est des grammes. On va travailler en grammes, parce qu'en chimie, on aime travailler, c'est l'ordre de grandeur là, de nos substances, et en Kelvin ou degrés Celsius, ça reviendra au même, puisque ce qui nous intéresse, c'est une variation de température. Vous avez peut-être déjà vu cette équation-là sous une autre forme, donc je vais la réécrire. Cette forme-là peut-être plus facile à se rappeler. Donc, la chaleur, c'est égal à la masse multipliée par la capacité thermique massique et par la variation de température. OK? Et en passant, le C, il varie. Okay? Donc, cette quantité-là, ça varie quand même en fonction de la température, mais souvent, on trouve une valeur moyenne dans une certaine gamme de température pour être capable d'effectuer des calculs. Donc, faisons un exemple. Okay? On va prendre de l'eau liquide. Donc, la chaleur spécifique ou la capacité thermique massique de l'eau entre 0 degré Celsius et 100 degrés Celsius, c'est en moyenne 4,190 joules, gramme moins 1, Kelvin moins 1, hein, des joules divisés par des grammes et des Kelvin. On pourrait se demander, par exemple, c'est quoi l'énergie qu'il faut fournir à 500 ml d'eau, qui serait initialement 22 degrés Celsius, pour élever sa température jusqu'à 50 degrés Celsius. Donc là, on écrit nos données. Qu'est-ce qu'on connaît? On sait que la chaleur spécifique, c'est 4,190 joules, gramme moins 1, Kelvin moins 1. On connaît la masse parce que la masse, c'est le volume fois la masse volumique. Et puis la masse volumique de l'eau, on le sait par cœur, c'est 1 gramme par centimètre cube ou 1 gramme par millilitre. Donc je multiplie 500 millilitres fois 1 gramme par millilitre, ça me donne 500 grammes. La variation de température, quant à elle, c'est 50 degrés moins 22 degrés Celsius, qui donne 28 degrés Celsius, et comme c'est une variation, c'est 28 degrés Kelvin aussi. Donc, j'ai ma formule maintenant, Q égale à MC delta T. Je mets les chiffres de temps, donc 500 grammes fois 4,190 joules, gramme moins 1, Kelvin moins 1, fois 28 Kelvin. Et là, on voit que les Kelvin vont s'annuler. J'en ai un au numérateur, un au dénominateur. Même chose pour les grammes. Tout ce qui me reste, c'est des joules. Donc, j'ai bien une unité d'énergie pour la chaleur. Ça me donne 58 660 joules. Et je ne le laisse pas comme ça puisque je dois tenir compte des chiffres significatifs. Je regarde celui qui en a le moins. Ah, c'est la température avec 28 Kelvin. Donc, je vais garder deux chiffres significatifs. C'est 59 000 kilojoules que je peux, 59 000 joules que je peux écrire comme 59 kilojoules parce qu'il y a 1000 joules dans 1 kilojoule. Donc ça, c'était notre exemple. On continue maintenant avec la capacité thermique molaire parce qu'on a défini une capacité thermique par unité de masse, mais on peut le faire par mol. Donc c'est quoi la quantité de chaleur qu'il faut fournir à une mole de substance pour élever sa température d'une unité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique molaire. La formule, essentiellement, c'est la même. C'est juste que là, j'ai troqué le C, on va mettre un indice M pour spécifier là, que c'est la capacité thermique molaire. Et on a remplacé la masse par la quantité de mol. Mais essentiellement, c'est la même formule. Maintenant, les unités, c'est des joules par mol Kelvin. Et ici, la formule équivalente, là, qui ressemble à celle qu'on connaît déjà, la chaleur, c'est égal à N fois cette quantité-là, multipliée par la variation de température, où là, on a vraiment N, c'est le nombre de moles. Donc ça, c'est ce qui arrive. Maintenant, on va regarder le cas spécifique des changements d'état. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque je prends une substance et puis je change sa température en lui donnant de l'énergie thermique. Donc, je la chauffe. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, si j'ai un solide, je vais chauffer et à mesure que je chauffe mon solide, sa température va s'élever. Par contre, après un certain temps de chauffage, là, si je fournis assez d'énergie, puis que je m'arrange pour qu'il n'y ait pas de dissipation de mon énergie, là, donc ça reste, c'est transféré au solide,
ben, il va arriver que je vais avoir une transition d'état. Donc, je vais passer de solide à liquide. Or, lors de cette transition-là, il se passe que la température ne change pas. Hein? On a un plateau et pourtant, il y a de l'énergie qui est absorbée. Cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle une chaleur latente. On peut lui donner d'autres noms. Par exemple, on peut parler de chaleur de transition d'état. Ça peut être une chaleur de fusion pour dire que je suis passé de solide à liquide. Mais de façon générale, on peut aussi appeler ça une chaleur latente. Donc, il y a une quantité. Et ici, la température ne bouge pas, mais je fournis quand même de l'énergie jusqu'à ce que la transition soit complétée. Une fois que c'est fait, là j'ai un liquide et la température va se remettre à augmenter à un rythme qui est peut-être différent de celui du solide. OK, il n'y a rien qui oblige que ce soit la même chose. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je frappe une autre transition d'état. Donc, lorsque j'aurai ma prochaine transition, là où je vais passer de liquide à gaz, ben là, j'aurai aussi un autre plateau avec une autre chaleur latente, celle de vaporisation, donc une chaleur de vaporisation, hein, qui est l'énergie que je vais devoir débourser pour transformer tout mon liquide en gaz. Donc, pendant cette période-là, la température reste constante et elle va rester constante jusqu'à temps que la transition soit complétée. Et après, je peux recommencer à augmenter la température et là, j'aurai vraiment uniquement des molécules de gaz. Donc, ça, c'est notre diagramme des changements d'état, la progression là, de la température en fonction du temps ou du temps de chauffage. Donc, en résumé, la chaleur, c'est un transfert d'énergie thermique. OK? Et elle va toujours se déplacer d'un objet chaud vers un objet froid. La chaleur, si on a une quantité négative, ben c'est pour dire qu'on aura perdu à ce moment-là de l'énergie thermique. On a une formule pour définir là, ce transfert de chaleur. C'est le produit de la masse fois la capacité thermique massique fois la variation de température. Et dernière chose, lors d'une transition d'état, ben, la température va rester constante. Il y aura une chaleur latente associée à la transition d'état.